Pour discuter de ce qui pourrait ressortir à Kananaskis, je retrouve Henri-Paul Normandin, ex-ambassadeur et représentant permanent adjoint aux Nations unies et fellow à l'Institut d'études internationales de Montréal. Monsieur Normandin, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient d'entendre Mark Carney et Donald Trump, mais un peu plus tard en journée, il y a un communiqué dans lequel les deux ont dit qu'ils se sont entendus pour poursuivre les négociations en vue d'un accord dans les 30 jours. Alors, pas d'accord au G7. Est-ce que c'est une défaite de ne pas avoir justement obtenu cet accord maintenant? Bien, moi, depuis le début, je dis que si on avait réussi à annoncer une entente dans le cadre du G7, ça aurait été un très bon coup. Ceci dit, si on n'en annonçait pas, je ne considérais pas ça comme un échec. Alors, dans le contexte actuel, je pense que la récolte est quand même relativement bonne. Le ton était positif entre M. Carney et M. Trump, et on a décidé de poursuivre des négociations. On se donne un autre 30 jours. Alors, je pense que dans l'ensemble, c'est positif. Ceci dit, il faut bien souligner que le ton, les signaux sont plutôt positifs. Il faudra voir, évidemment, sur le fond, est-ce qu'on va arriver à s'entendre. Mais dans l'ensemble, je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui, eu égard à cet accord Canada-États-Unis, c'est une relativement bonne chose. Ici, on compare avec le G7 de 2018, lui aussi au Québec. Ça s'était terminé avec Donald Trump qui claquait la porte, refusait de signer le communiqué. On est vraiment dans une autre approche, dans une autre dynamique complètement ici. Ben voilà, parce que avec M. Trump, on le connaît très bien maintenant, il faut savoir le prendre de la bonne façon, le cajoler un peu, essayer de reconnaître ses propres préoccupations, ses propres intérêts. M. Carney aussi, de temps à autre, ajoute une belle touche d'humour et ça, c'est utile. Alors, c'est la situation dans laquelle on se retrouve. Maintenant, sur le fond des choses, je pense que ce qui est important de souligner, c'est que le G7, c'est une communauté de pays qui ont traditionnellement une vision commune et se donnent des plans d'action communs. Or, ce qu'on retrouve dans la situation actuelle, c'est qu'on se retrouve en face d'un G6 et d'un G1. C'est-à-dire qu'avec M. Trump à la Maison-Blanche, il a des idées différentes des autres et c'est très difficile d'assurer la cohésion entre tous les membres du G7. Alors ça, c'est le défi de M. Carney. Et puis, on verra au fil d'arrivée ce qui aura été décidé ou pas décidé en commun. C'est intéressant ce G6 et G1 parce qu'aussi, on apprend qu'il y a beaucoup des pays présents qui veulent absolument parler peut-être plus à Donald Trump qu'à Mark Carney, qui veulent trouver des ententes parce que, bon, les tarifs, il y en a partout dans le monde. Est-ce qu'il y a vraiment un bloc de 6 qui est capable de faire contrepoids ou on a une figure qui est capable d'aller individuellement à chacun des membres présents pour faire des négociations un à un? Oui, malheureusement, je pense que c'est le deuxième cas de figure. Je pense, bien que, vous savez, le G7, traditionnellement, s'occupe des enjeux de stabilité économique. Or, le principal problème en termes de stabilité économique présentement à l'échelle mondiale, ce sont les droits de douane de M. Trump. Donc, c'est un membre du G7 qui cause de l'instabilité économique, ce qui est un peu paradoxal. Or, c'est impossible, dans une réunion collective du G7, que les 6 se liguent contre le 1, M. Trump. Ça serait une recette pour le désastre et ça n'arrivera pas. Alors que donc, le sujet des droits de douane, c'est le sujet le plus important à l'heure actuelle en termes économiques. Pas de discussion collective au sein du G7, mais beaucoup de discussions bilatérales. Et puis, on verra si ces discussions bilatérales donnent des résultats. Alors, l'économie, comme vous le dites, la stabilité économique, c'est un des fondements de ces rencontres du G7. Mais bien sûr, il y a aussi la stabilité de la sécurité mondiale et on le voit avec des événements internationaux qui sont dans l'actualité, le conflit entre Israël et l'Iran, la guerre en Ukraine, les actions d'Israël à Gaza. Est-ce que les membres vont être capables d'adopter une position commune, ce qui est un peu, comme vous dites, la tradition, sur un des sujets qui n'est pas économique? Bien, au moment où on se parle, ça demeure encore un grand point d'interrogation. Et bien sûr, dans un contexte habituel du G7, d'une façon ou d'une autre, on en serait arrivé à des positions communes, bien qu'il aurait peut-être fallu négocier le langage et tout ça, mais on en serait arrivé à des positions communes sur ces enjeux-là. Or, dans la situation actuelle, M. Trump a des idées un peu différentes de tous les autres sur ces sujets-là. Pourtant, il me semble il devrait quand même y avoir un certain terrain d'entente, notamment sur le dossier de l'Iran, où les membres du G7 collectivement s'opposent à ce que l'Iran acquiert l'arme nucléaire et puis sont unis également dans la défense d'Israël.
Mais même là-dessus, les signaux de la Maison-Blanche présentement, c'est qu'on n'est pas prêt à signer un communiqué. Alors là-dessus, sur ces trois grands enjeux-là en particulier, ce qui serait désirable au minimum, c'est qu'il y ait une entente sur peut-être un, peut-être deux de ces sujets-là. Mais s'il n'y a aucune entente sur ces trois sujets-là, bien, je pense qu'on pourra se poser la question, qu'est-ce que le G7 a accompli cette année en matière de sécurité? Et ça ferait en sorte que ce rassemblement perd un peu de sa pertinence sur la scène internationale, selon vous, et relégué à une simple plateforme économique? Ça affaiblit le G7 dans les médias, c'est certain. Ceci dit, je ne suis pas du tout prêt à déclarer la mort du G7, loin de là. Il faut aussi se rappeler, évidemment, qu'un mandat présidentiel aux États-Unis, c'est 4 ans. Alors, et ça fait 50 ans que le G7 existe. Mais quand même, le G7 s'en trouverait affaibli. À tout le moins, ce que je pense on est en droit de s'attendre de ce G7-ci, c'est qu'on nous dit qu'il y aura des ententes sectorielles sur des sujets qui sont peut-être pas la manchette du jour, mais ce sont des sujets d'importance comme la transition énergétique, les minéraux critiques, l'intelligence artificielle, le crime transnational et tout ça. S'il y a des positions, des décisions communes là-dessus qui mènent à de l'action, ce sera un actif au bilan de la réunion de Kananaskis. Mais encore une fois, si on évite de s'attaquer collectivement aux enjeux globaux d'importance, vraiment, c'est un coup dur. Et justement, ces ententes sectorielles viendraient en quelque sorte compenser l'absence de communiqués signés par tous les membres, la grande tradition du G7, de ces grands rassemblements. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a décidé de ne pas aller dans cette direction-là de la part de Mark Carney? C'est justement qu'on a fait un constat qu'on n'arriverait pas à amener les États-Unis à joindre la position commune des autres pays. Alors, on a déjà fait ce constat-là avant même la rencontre finale pour essayer de mettre les attentes trop hautes. Mais encore une fois, le fait qu'il n'y ait pas de communiqué final commun, ça confirme justement ce à quoi je faisais référence, le G6 et le G1. Vous savez, on n'est pas en mathématiques, on est en diplomatie. Et puis G6 plus G1 n'égale pas G7. Alors, ça confirme malheureusement ce manque de cohésion au sein du groupe. Ceci dit, ce n'est pas en soi la fin du monde. Vous savez, en 2019, au sommet du G7 à Paris, qui a suivi celui de Charlevoix, tout ce qu'il y a eu, c'est un communiqué très laconique de la part du président Macron qui disait quelque chose en quelques paragraphes, c'est tout, parce que justement, on avait réalisé que ce ne serait pas possible d'en venir à un communiqué commun avec M. Trump. Alors, on se retrouve un peu dans la même situation présentement. Donc, il ne faut pas dire, si on réussit à avoir des ententes sectorielles, il ne faut pas dire, je crois, que le G7 aura été un échec total, mais ce n'aura certainement pas été le succès escompté si on n'a pas d'entente sur les grands dossiers. Et puis le défi de M. Carney aussi, c'est d'essayer au moins de maintenir de façade une certaine bonne entente entre les membres du G7 pour éviter l'implosion finalement du groupe. Pour l'instant, ça semble fonctionner. Vous et moi, on a beaucoup parlé là, depuis le début de l'entrevue de la dynamique, de tous les membres, de la dynamique avec les États-Unis. Mais il y a un invité dont je veux vous entendre parler, qui est Narendra Modi, premier ministre de l'Inde, qui vient au Canada alors qu'on connaît ce qui s'est passé. Il y aurait un Canadien qui aurait été tué sur la commande du gouvernement indien. Et là, il y aurait un accord de partage de renseignements avec l'Inde, entre l'Inde et le Canada. Est-ce que tout ça pourrait se retourner contre Mark Carney alors qu'il invite un joueur important de l'économie au G7? Bien, ça m'a surpris un peu, je vais vous avouer, mais ça peut s'expliquer. Première chose à souligner d'importance sur le plan diplomatique, M. Modi est invité au Canada non pas pour une visite bilatérale officielle, il est invité pour participer à une rencontre multilatérale dont le Canada est l'hôte. Et puis, ça fait déjà plusieurs années que M. Modi est invité au G7. Alors ça, sur le plan diplomatique, il faut clarifier ça. Maintenant, sur le plan des relations bilatérales, le Canada et l'Inde ont des désaccords profonds et c'est relié à la question de l'indépendance du Khalistan. L'Inde semble voir des terroristes partout, incluant au Canada, alors qu'au Canada, on semble plutôt voir des gens qui expriment leur liberté, qui expriment leur liberté d'opinion sur un sujet. Et ça cause beaucoup de frustration. Ça crée un phénomène où l'Inde s'ingère dans les affaires du Canada, dans une situation où l'Inde fait de la répression, qu'on appelle de la répression transnationale, et ça a même mené au meurtre d'une personne, ce qui n'est pas banal. Alors, inviter M. Modi pour parler de ces choses-là, bien sûr, c'est controversé, mais
Si le Canada et l'Inde sont capables de s'asseoir et de discuter de front ces choses-là et de clarifier qu'est-ce qui est terrorisme, qu'est-ce qui est liberté d'expression et comment on peut travailler ensemble sur ces enjeux-là, de façon à faire en sorte que l'Inde diminue son ingérence et sa répression transnationale et qu'on rétablisse de meilleures relations d'ensemble, ça aura été une bonne chose. Alors, c'est possible que ça se fasse, mais il faudra voir quels seront les termes de cette entente et comment il sera mis en œuvre. C'est là qu'on pourra porter un jugement si cette rencontre-là, vraiment, sur le plan des relations bilatérales, aura été utile ou non. Henri-Paul Normandin, je rappelle que vous êtes ex-ambassadeur et aussi fellow à l'Institut d'études internationales de Montréal. Merci infiniment pour votre temps ce soir. Plaisir.